Avant de commencer la vidéo, je vais vous donner un petit avant-goût du résultat final que cette vidéo va vous donner, parce que c'est vraiment une vidéo qui est long, parce que c'est un sujet qui est quand même complexe, puis il y a beaucoup de choses à expliquer avant d'en arriver à ce résultat-là. Mais le résultat final, voici. Donc, c'est la protection de l'authentification dans nos FortiGate, la protection maximale qu'on peut mettre avec le single sign-on. J'utilise un usager et, dans mon cas ici, je vais me connecter avec mon empreinte digitale, fingerprint, authentification par certificat avec le protocole FIDO qui utilise de l'encryption asymétrique pour s'authentifier. Donc, c'est du passwordless authentication. C'est la méthode la plus robuste pour s'authentifier dans nos FortiGate. C'est ce que vous allez voir dans la vidéo aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va explorer la best practice de comment protéger l'authentification administrative de la façon la plus sécuritaire que possible à l'heure actuelle dans le marché pour l'accès à notre FortiGate. Comment est-ce qu'on sécurise ça au maximum pour s'authentifier? Donc, premièrement, pour ce faire, on va utiliser plusieurs technologies. La première, c'est qu'on va appeler ça le SSO avec SAML. Puis, cette vidéo-là, ça va être une vidéo qui est chargée en contenu puis en information. Donc, soyez patients parce que j'ai même la théorie à expliquer pour en arriver à notre résultat ultime. Donc, premièrement, le SSO, c'est important de l'expliquer, comment ça fonctionne. Tout commence par un service provider. Ça, dans l'architecture SSO, un service provider, dans notre cas, ça va être le FortiGate. Donc, c'est lui, le SP. Et puis, le SP, pour fonctionner, il a besoin d'un identity provider, un fournisseur d'identité. Dans notre cas, on va utiliser un outil puissant chez Fortinet qui s'appelle le FortiAuthenticator. Le FortiAuthenticator va nous servir de fournisseur d'identité qui va nous permettre de desservir le processus d'authentification à toutes nos FortiGate de façon locale, sans être dépendant de l'Internet. Et puis aussi, grâce au FortiAuthenticator, on va être capable d'aller injecter du MFA hautement sécurisé dans le processus de connexion vers nos FortiGate. Donc, comment ça fonctionne tout ça, le SSO? Ça part d'un usager, vous voulez vous connecter au FortiGate, vous allez fournir votre usager, FortiGate Admin 1. Le FortiGate va vous retourner ce qu'on appelle un Security Assertion Request. Il va retourner ça à votre browser. Votre browser, dans la request, il va savoir où aller. Il va forwarder la requête de la Security Assertion Request au fournisseur d'identité. Lui, le fournisseur d'identité va recevoir ça. Dans la requête, il va savoir que ça vient du FortiGate. Ensuite de ça, il va vous amener une page, une login page. Donc, votre browser va vous afficher une page de connexion qui provient du FortiAuthenticator. Ensuite, vous allez vous connecter, vous envoyez les credentials au FortiAuthenticator. Ensuite, une fois que c'est validé au complet, incluant le MFA, le FortiAuthenticator va vous retourner ce qu'on appelle une assertion. Une SAML assertion, c'est simplement, c'est un cookie, c'est un biscuit qui va être installé, un biscuit dans votre browser, dans la cache de votre browser. Puis avec ce cookie-là, il est cryptographiquement signé par le Identity Provider. Donc, il a reçu une signature avec les droits d'accès que vous pouvez accéder. Une fois que c'est fait, votre browser va retourner le cookie, il va le présenter au SP, qui est le FortiGate. Puis après ça, le FortiGate, il va dire « OK, il a été signé, je vais valider si la signature du cookie, de l'assertion, elle est valide. » Là, il va valider parce que lui, le service provider, il y a une relation cryptographique déjà établie avec le Identity Provider. Donc là, il va valider est-ce que la signature est légitime et elle provient bien du FortiAuthenticator? Oui. Une fois que c'est fait, là, il va retourner la dernière étape. Il va vous donner accès à la ressource qui est dans notre cas ici, c'est le FortiGate. Donc ça, c'est le processus du SSO. Mais nous, ça, c'est pas nouveau, puis probablement que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà ça. Mais moi, ce que je viens rajouter, c'est que la clé, c'est au niveau du MFA. Puis là, encore une fois, il va y avoir de la théorie. Parce que dans le MFA, la plupart des gens vont utiliser ce qu'on appelle du OTP. Donc, le OTP, c'est
un protocole pour faire du multifactor authentication qui est basé sur une synchronisation avec un serveur de temps. C'est basé sur le temps. Puis c'est les méthodes. Presque tout le monde, la plupart de mes clients utilisent du MFA basé sur le OTP. Moi, aujourd'hui, ce que j'amène, c'est qu'on ne va pas prendre du OTP pour se connecter. On va prendre la meilleure façon. La meilleure façon, c'est d'utiliser le protocole FIDO. Le protocole FIDO utilise la cryptographie asymétrique, donc une méthode qui utilise des certificats pour valider le MFA. Puis, vous allez voir la grosse différence. J'ai préparé un tableau ici, en fait. J'ai demandé à ChatGPT qui nous crée un beau résumé de la différence entre le OTP et le FIDO2. Je vous laisse le lire, mais pour moi, les points les plus importants, c'est que le FIDO2 est résistant au phishing. Phishing resistant, parce que le FIDO, il va valider le URL du serveur que vous vous authentifiez. Donc, ça empêche automatiquement qu'un pirate va venir d'installer un proxy entre vous et le vrai site. Donc, ça protège contre le phishing, tandis que le OTP, c'est tellement simple de juste bypasser. Là, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'une fois qu'un usager est authentifié avec son OTP, on fait juste prendre les cookies dans son browser, on les met dans notre browser, puis après ça marche, on est authentifié. Donc, c'est vraiment pas autant sécuritaire que du FIDO. Ça protège contre les man-in-the-middle attacks, justement, que les hackers ne peuvent pas utiliser un proxy pour nous intercepter. Également, ça utilise un élément physique. Donc, c'est soit que ça va vous prendre une clé physique ou ça va vous prendre un élément comme de la biométrie avec reconnaissance faciale ou fingerprint. Et aussi, celui-là qui est très intéressant, sans le mot de passe. Donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle du passwordless. Donc, vous avez juste besoin de rentrer votre nom d'usager et vous devez posséder votre token FIDO. Pas besoin de mot de passe parce que le protocole permet de le faire. Puis, c'est beaucoup plus sécuritaire qu'un mot de passe. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Alors, par où qu'on commence? Bon. Premièrement, il faut configurer notre Forti Authenticator. Donc ici, le Forti Authenticator, vous avez plusieurs choix. Le premier choix qu'il faut faire, c'est est-ce que pour nos identités, est-ce qu'on va créer des usagers qui sont locaux dans le Forti Authenticator? Donc, vous pouvez créer vos usagers admin 1, admin 2, admin 3 directement dans le Forti Authenticator. Puis après ça, on va les utiliser. Ça va être ces usagers-là qui vont être utilisés par le FortiGate pour se connecter. Ou vous pouvez faire ce que moi j'ai fait. Je me suis connecté à une base de données externe d'identité. Donc, dans mon cas, j'ai un serveur Microsoft Active Directory chez nous. Donc, avec LDAP, je configure mon FortiGate pour qu'il aille synchroniser mes identités dans mon serveur LDAP. Puis probablement que pour la plupart d'entre vous, ça va être une méthode que vous allez apprécier. Il y a d'autres méthodes aussi, comme vous voyez, où vous pourriez aller chercher des identités d'ailleurs, d'une base de données que vous avez, puis les ramener, les synchroniser dans le Forti Authenticator pour ensuite les utiliser et leur assigner des tokens pour qu'on puisse s'en servir pour se connecter dans nos FortiGate. Donc ici, je peux vous montrer rapidement ma configuration de comment j'ai connecté mon Forti Authenticator à mon serveur LDAP. C'est très, très standard. Là. Si vous avez déjà connecté d'autres sortes de systèmes en LDAP, c'est la même chose. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des groupes. Donc, on va créer des groupes locaux sur notre Forti Authenticator. Moi, j'ai créé mon groupe FortiGate Admin. Ça, je l'appelle comme ça dans le Forti Authenticator. Et le groupe, j'ai créé un groupe pareil dans mon Microsoft Active Directory. Il y a un groupe qui s'appelle FortiGate Admin. Puis, dans ce groupe-là, j'ai juste un usager qui s'appelle FortiGate Admin 1. Donc, vous créez le groupe local dans le Forti Authenticator.
vous allez sélectionner le Remote LDAP. Par défaut, l'usager, il n'y aura aucun usager qui va être dans le groupe. Il faut faire une règle de synchronisation. Donc là, je vais vous le montrer. J'enlève l'usager. On fait juste faire comme ça, on sauvegarde. Une fois que le groupe est créé, là, on va faire ce qu'on appelle une Remote User Sync Rule. Donc, on va créer une règle qui va venir synchroniser et qui va venir populer le groupe qu'on a créé. Donc ici, je l'ai appelé FortiGate Admin. Je crée ma règle. Là, j'ai créé un filtre, une query LDAP qui va venir simplement chercher le contenu de mon groupe ici, FortiGate Admin. Ça, je vais vous la mettre dans la description de la vidéo. Vous pouvez recopier, partir de ma query puis la modifier pour la faire fonctionner avec votre environnement. Ici, moi, je ne veux pas assigner aucun token OTP. Ce que je vous expliquais tantôt, le MFA que tout le monde connaît. Moi, je ne veux pas assigner ça à mes usagers quand ça va synchroniser. Puis après ça, ici, vous allez choisir moi, je le fais synchroniser à chaque heure. On pourrait le mettre aux minutes ou peu importe comment vous le voulez. Ça, c'est le nombre de fois que ça va synchroniser, que le FortiAuthenticator va aller vérifier est-ce qu'il y a des nouveaux usagers dans votre groupe, dans votre serveur AD. Et après ça, je choisis à quel groupe que je veux l'associer. Donc moi, j'ai décidé que je l'associe au groupe FortiGate Admin, le groupe local que j'ai créé. Donc, je le mets là. Puis c'est tout. Une fois que c'est fait, une fois que la règle est créée, là, moi, je vais le forcer manuellement. Donc, je fais un manual sync. Voilà, ça a synchronisé. Une fois que c'est fait, si vous retournez dans votre groupe, vous allez voir que l'usager, il s'est mis automatiquement le FortiGate Admin que j'avais enlevé. Il s'est mis là parce qu'il est membre de mon groupe dans mon Active Directory. Bon. Une fois que c'est fait, là, ce qu'on va faire, c'est on peut venir ici dans Remote User, puis là, si je vais dans mon usager FortiGate Admin 1, qui est l'usager qu'on va utiliser pour se connecter dans le FortiGate, ici, quand vous venez dans l'usager, on va venir activer l'authentification FIDO. Puis à partir d'ici, c'est là qu'on va venir rajouter des clés FIDO. Donc, les clés FIDO, comment ça fonctionne? C'est important de comprendre un peu comment ça marche. Donc, il y a deux types de clés FIDO principales. Tu as les clés FIDO qui sont physiques. Donc, je le montre ici sur ma caméra. Moi, j'utilise un FortiToken 400. Donc, ça ici, c'est une clé de chez Fortinet qui va vous permettre, c'est une interface USB. Donc, vous devez le brancher dans l'USB de votre ordi. Ça va vous permettre de faire du FIDO. C'est comme une clé de char. Ensuite de ça, vous pouvez avoir aussi des clés, des passkeys qu'on appelle, qui sont logiciels. Donc, Microsoft, dans le cas de Windows, il y a Windows Hello, que ça s'appelle, HELLO. Windows Hello, si votre ordinateur, il y a un module TPM, Windows va être capable de sauvegarder le certificat FIDO dans votre machine. Et donc, avec Windows Hello, vous avez quand même, parce que le protocole FIDO stipule que ça prend de la biométrie. Tu ne peux pas juste sauvegarder ton certificat comme ça dans un software. Ça prend de la biométrie. Donc, avec Windows Hello, vous pouvez utiliser votre webcam pour faire de la reconnaissance faciale pour faire fonctionner. Vous pouvez vous acheter un fingerprint reader. Moi c'est ça que j'ai chez nous. J'adore. J'ai acheté ça sur Amazon. J'ai un petit fingerprint reader ici. Je peux prendre mon empreinte digitale. Le fingerprint reader, il est toujours branché dans mon clavier parce que dans mon clavier, j'ai un port USB, donc c'est vraiment pratique. Vous pouvez aussi utiliser un PIN. Donc, vous pouvez vous créer un PIN, mettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui va être utilisé pour débloquer le Windows Hello. Donc, vous pouvez enregistrer des tokens FIDO par Windows Hello. Vous pouvez aussi le faire sur vos téléphones avec le iPhone, par exemple. Il y a le iPhone Passkey, je crois que ça s'appelle, qui vous permet de sauvegarder des tokens FIDO dans le téléphone, mais encore une fois, ça vous prend de la biométrie. Donc, vous devez avoir la reconnaissance faciale pour l'utiliser ou le fingerprint, la biométrie.
On peut aussi utiliser, moi je l'ai fait avec mon Bitwarden. J'utilise Bitwarden comme gestionnaire de mot de passe. Vous pouvez sauvegarder vos clés FIDO. Ça, c'est de logiciel, software passkey, dans votre password manager. Ça, c'est vraiment le fun. Mais encore une fois, ça prend la biométrie qui est activée sur sur le gestionnaire de mot de passe pour que ça fonctionne. Donc, il y a plusieurs manières. Moi, je vais ici, tiens, je vais déliter des clés. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc, je délite tout, comme ça. On repart à zéro. Là, je vais commencer, je vais enregistrer mon fingerprint, mon empreinte digitale. Donc ici, moi, parce que j'utilise déjà le fingerprint pour me connecter avec Windows Hello à mon usager dans mon ordi. Mais ici, par défaut, il va me demander, tu veux-tu prendre ton fingerprint? Ça donne que c'est l'option par défaut, mais j'ai le choix. Je peux aussi choisir PIN. Ou si je fais cancel, il va me demander d'insérer une clé USB. Donc ça serait avec mon FortiToken 400. Là, je viendrais le brancher dans mon USB, je viendrais l'ajouter. Si je fais cancel, là, j'ai encore une autre option. Ça, c'est le browser. Donc avec le browser, je peux cliquer Use Phone or Tablet. Là, je l'ai appelé Fingerprint, donc c'est pas bon. Je vais la déliter. Je vais la refaire pour Fingerprint. Fingerprint, on y va. Je fais mon fingerprint. Est enregistré. Après ça, je vais enregistrer mon FortiToken 401. Mettons, je vais l'appeler le numéro 1. Là, il veut fingerprint. Je fais cancel. Là, il m'offre l'option clé USB. Je branche ma clé de Fortinet. Je vais faire OK. Là, je dois créer un PIN qui va être associé à la clé USB. Ça prend un PIN en plus de la clé. On fait OK. Là, il me demande de peser sur ma clé. Je pèse. Et voilà, c'est enregistré. Puis, je vais le faire sur mon téléphone. Bitwarden iPhone. Comme ça. Ça, je vais faire cancel. Cancel. Phone or tablet. Je suis en train de l'enregistrer. Continue. Et voilà. Donc, je viens d'enregistrer toutes mes clés. C'est sûr que moi, je recommande d'avoir au moins 2 méthodes. Parce que si vous en perdez un, au moins, vous avez le deuxième comme en solution backup. Donc, je recommande fortement de vous procurer, par exemple, un FortiToken 400. Comme ça, c'est une méthode physique. Vous le mettez dans votre porte-clés ou en quelque part que vous avez toujours. Vous avez toujours ça en backup. Et pour le day-to-day, vous pouvez utiliser Windows Hello avec un fingerprint reader ou juste avec un PIN, reconnaissance faciale ou votre téléphone. Au moins d'en avoir 2, ça nous donne une redondance là, de clés FIDO. Donc, on enregistre ça. Une fois que nos usagers sont créés, ce qu'il faudra faire, c'est qu'est-ce qui va arriver si jamais on a plusieurs usagers, puis on veut leur permettre d'enregistrer eux-mêmes leur clé FIDO. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est créer un portail pour que les usagers puissent se servir eux-mêmes. Dans la section portail, on va commencer par créer un portal, ce que ça s'appelle. Moi, j'en ai déjà créé un. Je vais vous montrer comment il est configuré. Vous pouvez le configurer pareil. Il y a beaucoup d'options qu'on peut faire quand on crée un portail, mais nous, dans notre cas, ça va vraiment être les post-login service qui vont nous intéresser. Puis ici, c'est ce que j'ai mis. Donc, un usager peut voir, éditer son profil, il peut changer son mot de passe. Et dans Token Registration, j'ai mis que mes usagers peuvent enregistrer des clés FIDO et ils peuvent les enlever. Donc, une fois que le portail est créé, il faut créer une policies. Moi, je l'ai déjà créé. Puis une fois que la policies sera créée, il y a un URL que le FortiAuthenticator va générer pour vous. Avec ce URL-là, vous allez pouvoir le partager avec vos usagers et ensuite, ils pourront accéder au portail. Si je regarde comment je l'ai configuré, j'ai choisi mon realm. Donc, dans le fond, j'ai choisi ma source d'identité
qui contient mes usagers pour ce portail-là. Donc, moi, c'est le serveur LDAP. Puis, j'ai filtré par groupe. Je veux juste que ce soit mes usagers du groupe FortiGate Admin qui puissent s'authentifier dans ce portail. Puis, dans l'authentification du portail, je demande que la personne s'authentifie avec les clés FIDO. On pourrait mettre d'autres options, comme par exemple celle-là, autoriser le 2FA si jamais toutes les clés FIDO ont été révoquées. Dans mon cas, j'en ai pas de besoin. Je veux que ça soit le plus sécuritaire que possible. Une fois que c'est fait, vous prenez le URL du portail et vous allez arriver dans votre portail. Ça ressemblerait à ça ici. Je m'authentifie en FIDO. Dans Two-Factor, ici, on voit les tokens que j'ai créés. Je peux en ajouter ou en supprimer. Comme ça, c'est plus simple pour vos usagers de se servir eux-mêmes. Une fois que ça c'est fait, pour que tout ça fonctionne, il faut venir activer les services sur les interfaces du FortiAuthenticator. Moi ici, j'ai 2 ports. J'ai port 1, port 2. L'IP de mon port 1, c'est une IP privée. Je l'utilise si jamais j'aurais besoin d'exposer mon FortiAuthenticator à l'Internet. Et le port 2, c'est pour tout ce qui est à l'interne, donc ce qui n'est pas exposé à l'Internet. Quand on clique sur l'interface, on peut choisir tous les services qui vont rouler sur l'interface. Évidemment, par défaut, sur mon interface interne, j'ai les accès admin, donc en SSH puis en HTTP. Mais ici, nous, ce qui va nous intéresser pour cette vidéo-là, c'est premièrement, on va activer le HTTPS dans les services. On va activer le portail captif. C'est ça qui nous permet d'avoir le portail pour les usagers. On va aussi activer le SAML IDP et le SAML SPSSO. C'est ça qui va nous permettre de poursuivre là, pour la vidéo, pour tout créer ce qu'on a à faire. Toutes les autres choses que j'ai d'activer, c'est pour d'autres services qui ne sont pas pertinents pour ce vidéo-là. Une fois que ça c'est fait, là, c'est là qu'on commence. On va commencer commencer à configurer le Identity Provider. Donc, comme je vous avais montré tantôt dans les photos, là, je configure le IDP. Moi, ici, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un FQDN public. Là, je l'appelle cyberrealm.xyz. J'aime prendre un FQDN public parce que si jamais je voudrais mettre mon FortiAuthenticator public, si je voudrais l'exposer à l'Internet pour offrir des services d'identité par l'Internet, je peux le faire avec un split DNS, avec mon FQDN privé. Donc ici, à l'interne, dans mon serveur DNS de Microsoft, je me suis fait une zone. Donc, le fac.cyberrealm.xyz va résolver à mon IP privé interne de mon FortiAuthenticator. Mais si je veux, demain matin, je peux l'utiliser par l'Internet parce que ma zone Internet, ma zone publique, elle, je peux la faire rediriger vers mon IP public de chez nous. Puis là, je pourrais desservir des services publics. Mais dans mon cas ici, je veux juste protéger mon FortiGate. Donc, je n'ai pas besoin de le mettre sur Internet. Je peux le garder localement. C'est plus sécuritaire. Et ça me permet de ne pas être dépendant de l'Internet. Parce que si jamais je perds l'Internet, admettons vous perdez Internet à votre bureau, ben là, vous êtes mal pris parce que votre fournisseur d'identité ne va plus fonctionner et vous ne pourrez plus vous connecter dans votre FortiGate par le fournisseur d'identité. S'il n'y a pas Internet, il ne peut pas se connecter. Donc, moi, je suis indépendant de l'Internet. C'est une autre chose que j'aime bien du FortiAuthenticator, c'est ça me donne cette forme de contrôle-là. Mais quand même, on s'entend qu'on va quand même créer un break glass account, un usager d'urgence. Si jamais notre fournisseur d'identité n'est plus disponible, on a un usager en cas d'extrême urgence avec un long mot de passe de 32 caractères généré aléatoirement, qui est juste en cas d'extrême urgence. Mais quand même. Donc, ici, vous allez mettre l'adresse, vous configurez l'adresse de le FQDN qui va résolver localement à votre FortiAuthenticator. Username Realm, on laisse ça comme ça. Ici, l'identité.
Dans Realm, puis même avant de faire les Realms, il faut aller les créer. Donc, le Realm, dans le fond, le Realm, c'est juste une forme de groupe logique. Vous voyez, j'ai créé le Realm FortiWheel.local, puis j'ai choisi mon serveur LDAP que j'ai configuré déjà. Donc, on crée un Realm. C'est aussi simple que ça. Une fois que le Realm est créé, là, on vient le sélectionner ici. Donc, on va dire quel Realm, parce qu'on peut avoir plein de Realms, on pourrait avoir un paquet de serveurs Active Directory puis de Radius qui est connecté au FortiSite Indicator. Donc, ça nous permet de choisir lequel qu'on veut. Ici, j'ai choisi mon Realm. Là, donc, dans le fond, ce que je dis, c'est que, premièrement, il va juste avoir les usagers de ce serveur-là, LDAP-là, qui vont pouvoir s'authentifier. Et moi, j'aime bien mettre un filtre. Donc, j'ai filtré ici par groupe. Puis, je dis, je veux juste que ce soit les usagers du groupe FortiGate Admin qui puissent s'authentifier sur mon Identity Provider. Ensuite de ça, ici, il va vous demander un certificat. Ça, c'est important. Il faut générer un certificat pour établir la relation de confiance cryptographique entre le FortiSite Authenticator et le FortiGate. C'est ça qui fait l'étape 8 que j'ai montré au début. L'étape de l'étape où le service provider, le FortiGate, va vérifier la confiance avec le fournisseur d'identité. C'est grâce à ce certificat-là ici que ça va se réaliser. Comment qu'on le crée, ce certificat? Comme vous le savez déjà, mon FortiSite Indicator, c'est un root CA. Donc, vous pouvez venir ici, vous créer un certificat racine dans votre FortiSite Indicator. Une fois qu'il est créé, là, à partir de là, on peut signer d'autres certificats. Donc, ça va être un certificat local parce qu'il y a deux types de certificats dans le FortiSite Indicator. Tu as les certificats user, qui est des certificats que tu peux générer pour des serveurs qui sont autre chose que le FortiSite Indicator, comme le FortiGate, un FortiAnalyzer ou un serveur web, n'importe quoi. C'est par les certificats de type user, mais les services locaux, ça, c'est des certificats qu'on génère qui vont être utilisés par des services dans le FortiSite Authenticator. Dans Local Service, c'est lui que j'ai créé, ProdSaml FortiGate Token. Ce que je fais, c'est que j'ai juste fait Create New, je lui donne un nom, un CN. Une fois qu'il est créé, là, je peux venir le sélectionner dans mon SAML. Donc ici, on peut le mettre par défaut. J'en mets un là par défaut, j'ai pris lui, mais après ça, vous allez voir, lui, c'est le ProdSaml Token, mais c'est pas important parce qu'après ça, je vais les spécifier manuellement pour chaque service provider. Donc ici, dans la section Service Provider, c'est là qu'on vient créer tous nos SP. Donc dans mon cas, j'ai un FortiGate qui va faire du SSO, donc je dois le créer ici. Même chose, si vous auriez plusieurs FortiGate à desservir avec du SSO, vous devriez le créer un SP pour chaque FortiGate. Et puis, n'importe quel autre système que vous voudriez faire du SSO avec, vous devez venir les créer dans Service Provider. Ici, on voit que quand je l'ai créé, ici, Server Certificate. Là, on va venir choisir, vous auriez pu mettre Use Default Setting in SAML IDP Page. Donc, si je choisis Use Default Setting, il va utiliser le certificat que je mets ici pour faire la relation de confiance avec le FortiGate. Mais moi, j'aime mieux en créer un par service provider. Donc, c'est lui que j'ai créé, le ProdSaml FortiGate 01. Je le sélectionne dans mon drop-down menu ici. Après ça, ici, moi, il est déjà fait, mais vous allez cliquer sur le plus. Quand vous cliquez sur le plus, vous allez juste créer un identifiant. Ça peut être n'importe quoi, ça ne change absolument rien. Ça peut être même random. C'est juste pour que le FortiSite Authenticator puisse créer les URL d'authentification entre le FortiSite Authenticator et le FortiGate. Donc, moi, j'ai déjà créé le FortiGate 01 Admin SSO. Puis là, on voit que j'ai mes URL qui ont déjà été créés. Ça, on va en avoir de besoin plus tard. Ici, dans la section SP Metadata, ça va revenir plus tard. Ça, c'est le FortiGate
qui va nous les fournir, qui va les créer. On va voir comment les créer plus tard. Ça va venir s'insérer ici. Ensuite, dans la section Authentification, on va choisir quelle méthode qui devrait être utilisée pour s'authentifier. Moi, je mets FIDO. FIDO only. Je pourrais mettre Password in FIDO qui demanderait à l'usager de faire le mot de passe et le token FIDO, mais avec FIDO, c'est suffisamment sécuritaire. J'aime bien juste mettre FIDO, ça me fait du passwordless. Donc, je peux littéralement juste avoir mon token FIDO puis mon usager et je me connecte. Ensuite, ici, on laisse ça par défaut, ça aussi, username. Là, il faudra venir créer une attribut d'assertion. Donc, ici, il faut faire un mapping. Ce qu'on va dire, c'est que ce qu'on met dans SAML Attribute, c'est l'attribut que le FortiGate va nous envoyer. Comme ça va être quoi le nom de l'attribut qui contient le nom d'usager. Donc, ça va s'appeler username. Puis, il faut l'associer à la propriété dans le FortiAuthenticator de nos usagers. Donc, dans notre cas, on pourrait prendre plein de choses, mais ici, c'est la propriété username du FortiAuthenticator qui va être associée à la propriété username de la requête SAML du FortiGate. Donc, on fait ce mapping-là qui sera important pour faire fonctionner le tout. Bon. Une fois que ça, c'est fait, là, on va aller dans le FortiGate. Donc, je me connecte avec mon mot de passe, premièrement, juste pour vous montrer par défaut. Donc, première chose qu'on va aller faire, on va aller dans Security Fabric, Fabric Connector. Puis, vous allez aller dans Security Fabric Setup. Donc, par défaut, ça va être en standalone. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis en root Fabric parce que j'ai joiné un Fortinac. Mon Fortinac, il est associé à ma fabrique Fortinet, mais vous pouvez être en standalone, ça revient au même. Vous allez cliquer sur Single Sign-On Settings ou ici, Advanced Option, Single Sign-On. Donc, on peut cliquer là. Moi, il est déjà configuré. Donc, vous allez choisir Service Provider. Donc, on vient dire que le FortiGate devient le SP. Ensuite, l'adresse. Donc, ça, vous fournissez l'adresse du FortiGate. Donc, c'est l'adresse que le FQDN local qui est utilisé par le FortiGate. Là, il faut faire attention parce que moi, au début, j'avais juste mis FGT01 port 666, qui est mon port de gestion. Mais le problème avec ça, c'est que parce que moi, j'ai les suffixes DNS. Mon suffixe par mon serveur DNS, il va automatiquement ajouter fortiwill.local. À chaque fois que je fais une requête DNS, et il va mettre ça comme suffixe. Mais ici, dans le cas du SSO, il faut vraiment que vous veniez mettre le FQDN complet. Là, donc, fgt01.fortiwill.local. Et puis, vous devez aussi générer un certificat. Moi, j'aime bien toujours avoir des certificats. Donc, mon certificat, quand je me connecte à mon FortiGate, si vous avez remarqué, j'ai jamais d'erreur de certificat parce que j'ai généré un certificat ici. Donc, c'est important de le faire pour ne pas avoir d'erreur, puis que ça soit bien de confiance. Donc, je me suis généré un certificat. J'ai généré ce certificat-là, prod FortiGate 0104. Puis, si on le regarde, vous voyez Subject Alternative Name. Vous voyez ce que j'ai mis? Donc, le certificat il est valide pour le nom DNS FGT01, FGT01.fortiwill.local. Il marcherait aussi si je me connecte juste avec l'IP, avec ces deux IP-là. Donc, c'est ce que j'ai fait pour que quand j'utilise cette adresse-là complète, mon FQDN local, pour ne pas avoir d'erreur de certificat. Ensuite, le SP certificat. Le certificat qu'on choisit là, c'est lui qui sera utilisé pour quand le FortiGate va nous présenter à cette page-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de le faire. Sinon, il y aura toujours... C'est pas la fin du monde, mais vous allez avoir une erreur de certificat. Tant qu'à avoir la capacité de vous générer un certificat, c'est aussi bien de le faire. Le default login page, moi, je mets normal parce que la page normale va nous offrir l'option aussi de prendre un usager local. Comme moi, je me suis connecté avec un usager local, comme vous avez vu. Donc, la page normale nous permet de faire ça. Là, vous allez avoir
les détails, les URL qui vont être générés par le FortiGate. Ces URL-là, c'est là que vous les prenez et qu'on va venir les mettre ici, dans le service provider du FortiAuthenticator. Donc, je sélectionne ça. Donc, c'est ici, vous voyez les URL que j'ai mis là? Donc, le Identity, SP Identity, il va dans SP Identity. Après ça, le ACS Login, il va dans ACS Login. Et SLS Logout, il va dans SLS Logout. Donc, vous allez copier ça, comme ça. Ensuite, dans IDP Setting, moi, je l'avais mis à Custom, comme ça ici, par défaut. Moi, je l'avais mis à Custom quand je l'ai configuré, mais après ça, le FortiGate, il le rechange à Fortinet Product, il le détecte, là, mais quand vous le mettez à Custom, là, vous allez venir prendre les informations ici du fournisseur d'identité. Donc, vous allez copier ça, le Identity URL, vous allez le mettre ici. Le Single Sign-On URL, vous allez le mettre ici. Et le Logout URL, vous allez prendre celui-là ici, vous allez le copier là. Ensuite, le IDP Certificate, ça, c'est l'étape 8 que je vous avais montré au début. Ça, c'est le certificat qu'on a créé pour établir la relation de confiance entre le FortiGate et le FortiAuthenticator. Donc, comment qu'on fait pour l'obtenir? Bien, on l'a déjà créé, le certificat, puis c'est lui ici, Prod SAML FGT01 Token. Donc là, ce qu'on fait, on vient dans nos certificats, qui étaient dans Local Service. On va cliquer ici, puis vous allez faire Export Certificate. Là, ça va vous donner un .CER, un certificat de type CER. Pour l'importer, vous venez dans le certificat. C'est un certificat de type Remote. Donc, vous allez faire Remote Certificate. Puis là, c'est là que vous viendrez sélectionner votre certificat .CR et vous l'importez ici, qui va être là, le FGT01 token. Donc, c'est comme ça qu'on l'importe. Et puis là, vous venez le sélectionner ici. Voilà. Donc, une fois que tout ça est fait, là, moi, je vais vous montrer les usagers dans Administrators ici. Donc là, vous voyez, ça, c'est mes usagers qui existent pour me connecter dans mon FortiGate, mais là, j'ai une nouvelle section qui s'est ajoutée. Par défaut, elle ne sera pas là. Par défaut, ça va ressembler à ça. Il n'y aura rien. Donc là, une fois que le SSO est configuré, la première fois qu'on va se connecter avec un usager SSO, il va venir s'ajouter automatiquement ici. Donc là, je vous le montre. La page va ressembler à ceci. Donc, on clique sur le SSO. Puis là, on voit exactement comme dans les étapes SSO. Là, je suis ramené à la page du FortiAuthenticator. Ça, c'est le FortiAuthenticator. Je vais mettre FGT admin 1. Next. Là, vous voyez, il me demande il va me demander ma clé FIDO automatiquement. Donc, moi, je pourrais prendre mon téléphone. Moi, je vais prendre Windows Hello. Puis par défaut, mon Windows Hello me demande mon fingerprint. Je scanne mon doigt, paf. Là, vu que c'est ma première connexion, ça va dire un SSO Administrator Account has been created. Fait qu'il me dit qu'il a créé mon usager. Je vais setuper ça. Oui, bravo, merci. Si je viens ici, voilà, l'usager a été créé en SSO. Ici, par défaut, il m'a donné le profil super admin. Mais je peux venir le modifier parce que ça, c'est le paramètre par défaut que j'ai mis. Donc, pour le modifier, ça se fait juste en ligne de commande. On vient ici, puis là, je ferai Set Profile, puis je viendrai choisir quel profil que je veux donner à mon usager. Donc, je me log out. Si je me log out, on voit ça nous amène là, puis ça va me rediriger dans 5 secondes à la page originale. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est qu'il vient de se passer beaucoup de choses. Parce que là, je me connecte dans mon FortiGate par un fournisseur d'identité locale avec de la cryptographie asymétrique. J'utilise un certificat pour me connecter qui est protégé par la biométrie. Puis, je n'ai pas besoin de faire de mot de passe. Juste avec mon usager,
FGT1, puis même on peut tester, je peux vous montrer. Moi, j'aime bien le fingerprint, il est tellement rapide. J'adore le fingerprint avec Windows Hello, c'est super vite. Je me suis jamais connecté aussi vite de toute ma vie dans un FortiGate qu'avec le fingerprint. Mais, admettons, je vais vous montrer avec la clé USB de quoi ça a l'air. Là, je vais déconnecter mon fingerprint reader. Je vais mettre Security Key. Il me demande de mettre ma clé USB. Je la connecte. Il me demande le PIN associé à ma clé. Après, je pèse sur le piton. Et voilà, je suis connecté. Donc ça, c'est vraiment le concept d'utiliser un certificat pour s'authentifier dans notre FortiGate en admin. C'est vraiment c'est la méthode la plus sécuritaire qu'on peut utiliser pour toutes les raisons qu'on a vues au début avec le protocole FIDO. Moi, le FIDO, c'est une technologie qui est très peu connue. Les gens ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne, mais une fois qu'on voit comment ça marche, qu'on voit les avantages d'avoir du MFA avec FIDO, c'est une des méthodes qui coûte le moins cher à mettre en place pour une entreprise, mais qui va rapporter un gain en sécurité, la posture de sécurité d'une entreprise qui utilise des tokens FIDO pour gérer l'authentification dans ces systèmes. Le gain est énorme, le gain en sécurité. Donc, pour moi, c'est un no-brainer. Là, je recommande toujours d'utiliser cette technologie-là. Le compte d'urgence. Donc, là, on voit que c'est sûr qu'il faut faire attention que notre compte admin, si jamais, pour une raison quelconque, notre fournisseur d'identité, il explose, il n'existe plus, il tombe down. Donc, disons, mon FortiAuthenticator, il ne marche plus. C'est toujours bon de se garder un compte admin d'urgence. Donc, on va créer un compte, on va pas prendre l'usager admin par défaut, on va venir mettre un autre nom, on va déliter le compte admin par défaut, puis on va créer un super long mot de passe. Puis ce mot de passe-là, vous allez le garder de façon très sécure dans un gestionnaire de mots de passe, si possible, qui va être protégé par FIDO lui aussi. Donc, sécurisez ça. Comme ça, cet usager-là, puis ce mot de passe-là, c'est juste en dernier recours, si jamais le SSO ne fonctionne pas pour vous donner accès. Et également, c'est très pertinent de mettre les Trusted Hosts. Trusted Hosts, ça, c'est super, c'est vraiment best practice. C'est qu'on va venir dire vous allez restreindre l'authentification à certaines adresses IP ou subnets. Donc, on peut juste s'authentifier avec cet usager-là par de par ces subnets-là ici. Donc, si on ne vient pas de ces IP-là ou de ces subnets-là, ça ne marchera pas. Ça, c'est très best practice de mettre ça en place. Le single sign-on ne supporte pas les trusted hosts, donc on ne peut pas le mettre pour le single sign-on. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien apprécié la vidéo, puis j'espère que vous allez mettre en place là, du SSO avec du FIDO pour protéger vos authentifications, vos FortiGate au niveau maximal.